faire. Il faut que j'apprenne. Donc là, normalement... T'as un lien Twitch qu'on peut envoyer sur notre chat, s'il te plaît? Ouais, alors je te le mets dans le chat privé. Alors, je pense que ça y est, maintenant, on est connecté. Donc, on doit voir vous deux. Et bonjour à tous. Plus mon petit slide. Bonjour tout le monde. Je vais enlever le slide quand même parce que je retrouve la fenêtre. Hop là. Et je suis de retour. Est-ce qu'on attend une troisième personne ou pas? De l'autre côté, je pense que... Ah, il y a Guillaume peut-être qui va venir. On peut attendre 2 minutes peut-être? Oui, de toute façon, c'est pas gênant. Alors, chez toi, la cave, non, en fait, j'étais chez mon caviste il y a quelques temps et je lui ai dit, est-ce que je peux prendre le magasin en photo? Au début, il m'a regardé bizarrement. Et puis, donc, je lui ai expliqué. Et voilà. Et donc, et depuis, je l'utilise. Alors, souvent, je le mets en flouté parce que, bon, ça fait un peu alcoolique. Mais c'est le seul fond que j'ai trouvé qui me plaisait. Ah, il y a Guillaume qui arrive. Je viens juste de recevoir le mail. Salut. Salut. Alors, j'essaye de mettre le lien en surimpression, mais avec les différences de format, c'est pas gagné. De toute façon, je le remettrai après dans la description. Ouais. Alors, à moins que je puisse le faire sur plusieurs lignes. Tu as raison, dans le chat, c'est une bonne idée. Hop. Alors, si je le mets dans le chat ici, est-ce que tout le monde le reçoit sur Twitch? Il faut que je me connecte. Oui, il est arrivé. Ouais, super. Ouais. Eh ben, on est bon. J'ai plus qu'à enlever celui qui apparaît sur mon écran. Il ne sert plus à rien. Du coup, Gaëtan, Nicolas et Guillaume, merci de venir pour discuter. Je vous propose de faire un petit tour de table rapide. Ah, il y a Pierre aussi qui vient. Hop, salut Pierre. Même en moi, je l'ai pas celui-là. Ah, mais moi j'ai laissé mon sac de sport GitLab au travail, donc je peux même pas le montrer comme ça. Donc, du coup, c'est super, on est encore plus, donc tant mieux. Que voulais-je dire? Oui, du coup, un petit tour de table rapide, histoire que les gens qui sont connectés sachent de qui on est. D'accord. Je commence là? Ouais, allez, vas-y. Allez, je commence. Alors, Nicolas Champsio, bonjour à tous. Donc moi, je travaille du coup dans le groupe Renault. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on est là-bas. Je suis product owner de services et outils associés à tout ce qui est continuous intégration, continuous delivery. Donc en fait, voilà, donc j'essaie. Donc on a pas mal d'équipes qui font du développement logiciel chez Renault pour la voiture connectée, entre autres, ainsi que tout ce qui va être autonomous driving et les aides à la conduite. Et du coup, on est parti sur la mise en place d'une CI sur GitLab pour essayer de valider un maximum de choses. Et on a développé pas mal d'outils dans notre équipe pour essayer de complémenter les quelques features qui pourraient manquer sur GitLab afin d'avoir un process d'intégration un peu plus simple et essayer de couvrir des exigences aussi liées à l'automotive voilà, pour toutes les équipes qui font du développement chez Renault. D'accord. Alors, dévoile pas tout, parce que sinon, on n'aura plus rien. Je vais passer la main à Gaëtan. Oui, pareil, Gaëtan, je suis dans l'équipe de Nico. On a commencé le développement, notamment de GPC, il y a presque 2 ans maintenant. Et voilà, après, on va vous le présenter. Mais on s'occupe tous les 3 là, on est dans l'équipe d'intégration, du développement des outils d'intégration. Très bien.
Guillaume, je te laisse te présenter. Moi, du coup, c'est Guillaume. Moi, je suis rentré chez Renault il y a bientôt 2 ans. Et GPC, c'était le premier projet sur lequel j'ai travaillé pour rentrer bien dans l'équipe. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis là. Voilà, je sais pas, c'est tout. Très bien. Et ben, alors maintenant à Pierre. Pierre qui est le seul d'entre vous que j'ai rencontré en vrai avant la pandémie. Et oui, donc oui, Pierre Tardy. Donc moi, je travaille sur GitLab depuis le début chez Renault. Maintenant, j'ai une position au niveau du programme open source et voilà, c'est pour ça, c'est ça qui m'a fait travailler sur GPC. Pour le coup, j'ai écrit 0 ligne de code dans le GPC. Voilà, c'est eux. D'accord, très bien. Alors du coup, GPC, c'est pour GitLab Project Configurator. J'ai dû mettre le lien dans le Twitch, oui, et puis je le remettrai après, de toute façon, dans les commentaires sur YouTube. Qui peut me dire… alors après, je ne sais pas dans quel sens, qu'est-ce qui est le plus simple? Il y a à quoi ça sert, et en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre en avant? Qui veut commencer? Je pense qu'on peut répondre aux deux en même temps. Eh ben, donc, en fait, on a énormément de projets chez Renault qui sont des projets de développement, à commencer par tout ce qui est lié au système Android, qui va nous servir pour tout ce qui va être tout ce qui va être ce qu'on retrouve dans toutes les voitures, donc les services connectés de navigation, GPS, le téléphone, la radio. Voilà, donc nous, on est parti, on a essayé de pousser en arrivant chez Renault pour mettre un système Android. Le système Android de base, c'est à peu près 700 projets Git. Et donc, dans un effort d'unification un peu de configuration des projets, plutôt que de configurer tous les projets manuellement en fonction de ce qu'on voulait faire, donc avoir un pipeline qui soit successful, la méthode de merge, qui soit du fast forward, du merge commit, toute la configuration des projets. On a voulu essayer de centraliser ça. Donc, en fait, un projet pour les contrôler tous, quoi. D'accord. Donc, l'idée derrière GPC, en fait, c'est d'avoir un projet dans lequel on va spécifier la configuration de tous les autres, et donc qui va être géré en gestion de conf. Et est-ce que c'est GPC en l'état, il fonctionne que pour Renault, ou est-ce que, vu que vous l'avez open sourcé sur gitlab.com, est-ce que moi, je peux l'utiliser pour mes propres projets? Alors, à la base, il ne fonctionnait que sur Renault. Et justement, à l'open source, on a essayé de faire en sorte de retirer tout ce qui était un peu spécifique Renault pour pouvoir pour que chacun puisse mettre en place GPC chez lui, dans son environnement, ou même sur gitlab.com, pour pouvoir l'utiliser et faire la configuration de ses projets. D'accord. Vous l'utilisez sur votre GitLab interne? Voilà, c'est ça. Okay. Et après, donc en fonction des équipes, chaque équipe a son projet de configuration GPC pour gérer ses projets. Donc, ce n'est pas forcément un projet unique qui va contrôler tous les projets, c'est chaque équipe a son projet pour faire la configuration de ses projets de développement. D'accord, un GPC par équipe. C'est ça. Ok. Et d'un point de vue architecture, tout fonctionne uniquement avec GitLab CI et les scripts qu'il y a dans le projet, ou est-ce qu'il y a quelque chose à installer? Est-ce qu'il y a de la base de données ou je ne sais quoi d'autre? Alors là, c'est un Docker qui tourne. Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est un Docker. D'accord. On a un Docker qui tourne sur une machine. Et du coup, chaque projet, il y accède pour faire la configuration. C'est une image qu'on fournit et qui est utilisée dans la CI directement depuis une pipeline, en fait. Une pipeline GitLab. D'accord. Donc, et pareil, c'est pour chaque équipe qui utilise GPC, chaque équipe devra hoster ou se faire hoster le conteneur, un conteneur. Ouais, alors on peut peut-être partir sur le côté technique, Nico, si tu veux finir sur le côté général. Donc, en fait, au début de GPC, on a commencé
en se rendant compte que les projets, quand on crée plein de petits projets, ils varient, ils peuvent aller très vite dans leur variation, ils peuvent être différents les uns des autres, et on peut oublier de cliquer à gauche, à droite sur la configuration d'un projet. En particulier, quand on a 5-6 projets à configurer, c'est assez imaginable de bien faire attention d'aligner toute la configuration. Par exemple, le merge commit. Est-ce que tu veux un merge commit avec rebase ou un rebase automatique, plus les permissions, etc. Mais dès qu'on arrive sur certains projets au sens programme, un arbre Android où il y a 700 projets, on voudrait qu'ils soient tous alignés. Mais un projet des ADAS, utiliser d'autres paradigmes de développement, ne va pas être manipulé, ne va pas être géré de la même manière qu'un projet repo, un projet Android. Donc on a décidé de séparer la maintenance. Peut-être à terme, on voudrait avoir un ensemble de règles communes à l'entreprise, mais chaque équipe est responsable, chaque entité au sein de l'entreprise est responsable d'avoir sa propre configuration et sa propre base de code, son configuration as code, et de l'appliquer sur ses propres projets, sans traverser les barrières, entre guillemets, des équipes. Pour éviter que j'aille charbiner chez l'équipe d'un copain. Donc en gros, un GPC, donc un projet qu'on appelle un projet de config, va être capable de configurer quelques petits projets, ou quelques dizaines, ou quelques centaines de projets en même temps. Après, il y a des problèmes de scalabilité qu'on n'a pas adressés parce qu'on n'avait pas la problématique par exemple, d'aligner la configuration de 10 000 projets ou 100 000 projets d'un coup. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui pourrait être géré par la communauté, si elle est motivée. Et oui, l'autre point que je voulais adresser, c'est qu'on n'utilise que l'API GitLab. D'accord. Tout ce qui est disponible dans l'API GitLab, on essaye de l'adresser. Si ce n'est pas disponible, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, la majorité de ce qui est disponible dans l'API GitLab est adressé. Nous, dès qu'on voit un changelog sur l'API GitLab, on essaye de le mettre dans le GPC. Et alors, en termes de fonctionnalité ou de configuration, ça va jusqu'où? Est-ce que ça crée un template de projet avec aussi une arborescence qui s'appuie sur des modèles que vous pouvez avoir, vous? Alors, non, on n'a pas du tout investigué les templates de projet, parce qu'au début, on n'y avait pas accès. Au début, on n'était pas sur notre plan. Et on a souvent des pushes de projets qui viennent de fournisseurs ou d'autres sources, et on veut les pousser directement. On n'a pas forcément envie de créer le projet à partir d'un template, puis... Alors, quand je disais template, je ne disais pas forcément les templates GitLab, mais on va dire une feature de template que vous auriez fait vous-même. Non, en fait, on a fourni des projets d'exemple qui montrent un peu les différentes features qui sont disponibles dans GPC. Et voilà, l'utilisateur peut se baser sur ce projet d'exemple pour faire sa propre configuration. Mais disons que c'est une... Vas-y, je te laisse finir. Pardon, pour revenir un peu sur le côté technique, en fait, donc on disait qu'on a une image Docker qui tourne. Cette image, elle est commune actuellement à tous les projets chez Renault. Et par contre, dans la configuration, chacun va spécifier en variable un token qui aura les droits d'accès au projet qu'il veut configurer. Et voilà, et c'est ce token-là qui va faire que chaque projet ne peut configurer que les projets auxquels il a accès. D'accord. Et disons que moi, je me fais embaucher chez Renault pour bosser sur un projet. Alors à Toulouse de préférence. Je veux créer un projet avec GPC. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous avez une démo à faire ou on va te montrer, on va te faire une démo, mais il n'est pas vraiment fait pour créer le projet à ta place. Disons qu'au moment où tu te dis, bah voilà, je vais créer un projet dans telle arborescence, dans mon groupe GitLab, régulièrement, donc c'est un schedule, tous les jours ou toutes les 6 heures, tu as un GPC qui va passer et qui va réaligner les settings du projet. Par exemple, si tu crées un projet de démo, de test, et puis tu l'oublies,
mais que tu n'as pas mis merge commit, et que la politique de ton groupe, c'est rebase, nous on aime bien l'historique bien linéaire, automatiquement, GPC va arriver et réaligner derrière. D'accord. D'accord. Sans poser de questions, en disant juste, c'est pas aligné, je réaligne. D'accord. Il y a des notifications dans le projet ou et après, il y a une notification par mail qui dit voilà ce qui a changé, on te montrera si vous voulez. Il y a quelque chose qui te dit voilà le diff entre avant et après. Là, j'ai fait sur ce projet, il y avait par exemple telle personne qui n'était pas dans les members et on me dit qu'il faut le rajouter, donc je le rajoute. Et on va gérer comme ça pas mal d'items, pas mal de caractéristiques des projets, en étant le moins greedy possible. C'est-à-dire, si tu me dis que ton projet doit respecter juste l'historique linéaire, tous les autres settings ne vont pas être touchés. D'accord. À partir du moment où tu dis GPC doit gérer telle caractéristique du projet, il va écraser ce changement sans poser de questions. Ok, donc ça garantit le respect des règles de configuration. On essaye d'aligner au plus possible les projets. Par exemple, quand on importe 700 projets d'un fournisseur et que on a par exemple, celui qui fait l'import ne fait pas forcément attention d'aligner tous les projets, on a la garantie que 6 heures après, tout sera aligné sur la politique définie dans tel dossier. Sachant que ces politiques peuvent s'hériter, il peut y avoir une politique générale et des politiques dérivées. On montrera ça juste après. Ok, super ça. Ça me plaît bien. Et donc, on a un rapport qui est envoyé par mail, comme on disait, qui va lister les différences qui ont été appliquées par GPC. L'idée étant derrière de savoir quel projet a été modifié. Ça peut permettre de voir s'il n'y a pas quelqu'un ou un bot qui ferait une configuration différente régulièrement. Si on voit qu'on réapplique tout le temps la même configuration sur le même projet, c'est que soit il y a quelqu'un derrière qui manuellement remet cette qui s'énerve tout seul tous les jours. Voilà, c'est ça. Soit ça pourrait être, ça ne nous est pas encore arrivé, mais ça pourrait être un deuxième GPT qui tourne sur le même projet. Voilà. Ouais. D'accord. Et ça permettrait donc soit d'essayer de notifier la personne qui fait ces changements, soit de se dire il y a peut-être un souci ou de voir avec les personnes qui gèrent ce projet si effectivement la politique qui s'applique est bien la bonne, c'est bien une politique de groupe qui doit s'appliquer, ou s'il faut une politique spécifique sur le projet, auquel cas on pourra mettre à jour la configuration de GPC pour faire un changement spécifique pour ce projet. Ok. J'ai vu que c'était écrit en Python. C'est un langage que vous utilisez beaucoup chez Renault. C'était une volonté de l'équipe. C'est pour ma curiosité, je dirais. Pardon? C'est plus une volonté de l'équipe. C'est plus l'équipe qui a des connaissances plus axées côté Python. D'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos services qui ont été développés en Python. Ouais, j'ai profité là, du confinement, enfin peut-être au confinement, là j'ai commencé justement à me former à Python. Alors au départ c'est plus pour faire de l'IoT, mais du coup ça me permettra d'aller regarder et peut-être de comprendre ce que vous faites. Et de contribuer. Et pourquoi pas contribuer effectivement. Mais déjà j'essaierai de l'installer et de voir si j'arrive à le faire fonctionner. En général je commence par contribuer comme ça, c'est plus en ouais mais les gars j'y suis pas arrivé, j'ai été obligé de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple? Et puis après, si je me sens plus à l'aise, oui, pourquoi pas. Mais c'est des contributions. Je suis un bébé en Python pour l'instant, un tout petit bébé. Nice. Du coup, il y en a un de vous qui m'a dit qu'il y avait possibilité d'avoir une démo, donc moi j'adore les démos. Allez, c'est parti. Tu partages quelque chose? Tu le fais, Nico? Je peux commencer. Vous me coupez si jamais il y a des questions. Ouais, pas de souci. J'essaye de surveiller le chat, on ne sait jamais, et il n'y a pas de problème. Alors, je crois qu'on avait testé le partage d'écran, donc je pense que quand tu vas vouloir partager, ça va m'envoyer une notification. Alors, attends. Bon. Hop. Je partage tout mon écran.
Donc, voilà, le lien qui a été donné, hein, donc gitlab.com, / groupe Renault, tout attaché, / gitlab-project-configurator. Donc ça, c'est le projet qui contient toutes les sources. Voilà, donc, ainsi que le guide rapide d'utilisation, qui inclut notamment tout ce qui est documentation technique en ligne, qu'on verra après. Ouais. Si on remonte d'un cran, en fait, donc directement du groupe Renault, on va avoir aussi un groupe de projets GPC démo, qui contient donc des sous-groupes et un projet de configuration. Donc le projet de configuration, c'est le projet qui va nous intéresser. C'est celui qui va contenir la configuration des autres projets. Voilà, donc c'est celui-là, c'est à partir de celui-là qu'on va faire toute la configuration des projets. Et donc c'est dans celui-là qu'on va faire la petite démo. Voilà, donc je fais ici. Donc voilà, donc comment ça se présente, hein, le projet de configuration, il est relativement simple. Hein. Donc un GitLab CI.yaml qu'on va ouvrir. Est-ce que tu peux juste peut-être faire un coup de zoom sur, enfin d'agrandissement sur ton navigateur? Ah, super. Ouais, bon, il est relativement court, il est assez simple. Donc là, on a 2 stages. Hein. Un qui est la phase de test pour vérifier la configuration qui est appliquée. Et le deuxième qui est la phase d'application. Donc c'est là où on va appliquer vraiment les changements qui ont été définis dans les fichiers de configuration. Mm-hmm. Donc comme on disait, c'est une image GPC. Donc là, voilà, donc là c'est l'image qu'on a mis chez nous. Voilà, du coup, qui est sur gitlab.com. On a des variables. Donc là, c'est l'URL du coup du serveur GitLab sur lequel on veut faire la configuration. D'accord. Donc on peut imaginer qu'il y a une instance GitLab qui pourrait faire ça sur une autre instance GitLab. Je ne sais pas si ça a d'intérêt. Je vais laisser Gaëtan répondre. Oui, on pourrait imaginer, tout à fait. Et par défaut, c'est la variable qui est dans la CI hein, qui est utilisée. Ouais, ok. Mais après, c'est une question d'API. Hein, si tu as accès à l'API, tu peux taper, faire toutes les modifs que tu veux. C'est vrai que nous, le use case, c'est vrai que nous, on a du GitLab on-premise, donc voilà, on a nos propres serveurs. Donc typiquement, c'était quelque chose qu'on aurait pu avoir de hard codé chez nous, mais voilà, donc là, c'est configurable via une variable, ce qui permet de l'installer autre part que juste gitlab.com, par exemple. Ok. Bon, voilà, on a des options pour avoir de la couleur. Le fichier de configuration, qui est le fichier qui va servir qui va être le point d'entrée de la configuration appliquée. Donc là, bon, là, on a mis myconfig pour l'exemple. On peut le nommer bien évidemment comme on veut. Et après, le type de reporting qui vont être faits par l'outil. Donc, soit en format JSON, soit en format HTML, soit les deux. Donc, le premier stage, donc, qui est le stage de test. Donc, on a une commande qui est toute simple. Hein, gpc -diff. Donc, le -diff, c'est une option qui va servir à ne montrer que les différences de configuration qui vont s'appliquer. D'accord. C'est-à-dire que quand on commence à configurer 700 projets, et si on affiche tous les changements qui sont faits par GPC, ou qui ne sont pas faits, mais tout ce qui est censé être fait, ça faisait des logs qui étaient relativement gros. Donc là, on a une option pour ne lister que les différences qui sont observées. Donc les différences entre la conf actuelle du projet et la configuration qui est spécifiée dans le fichier de configuration myconfig.yaml. Ok. Voilà, et après les artefacts, voilà. Donc là c'est les fichiers de reporting qu'on met en artefact pour les stocker, pour les avoir. Le deuxième stage, qui est le stage d'application,
Donc celui-là, on ne le fait tourner que sur les masters, sur la master branch, les schedules et les triggers. C'est-à-dire que par défaut, quand on valide la configuration donc dans une merge request, on ne fait tourner que le test, et c'est qu'une fois que ce sera mergé, on aura bien validé que c'est bien les changements qu'on veut, on pourra merger, et que après merge, du coup, on merge sur la branche master. L'application tournera et les projets se mettront à jour. Ouais, donc là, la commande, c'est pareil, c'est GPC et -mode apply, qui est l'option pour dire qu'on va appliquer la configuration. D'accord. Et on génère toujours les deux fichiers de reporting, donc le JSON et le HTML. Tu peux donner tu as dit que ça passait toutes les 6 heures, je crois. Tu peux donner une. Alors, ça, c'est si on décide de faire tourner un schedule. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est à l'utilisateur de décider. Il y en a qui font plutôt de la configuration à la demande. Donc, ils ont leur pipeline avec, par exemple, le GPC -mode apply qui va s'exécuter de manière manuelle. Ou alors, effectivement, on peut mettre un schedule. C'est ce que font la plupart des équipes. C'est un schedule qui va être tous les jours. Généralement, on essaie de faire tourner ça la nuit parce que ça impacte personne. Et voilà, donc ça, c'est le schedule. C'est chaque utilisateur peut faire son schedule un peu comme il souhaite. Donc après, ça va dépendre un peu de la quantité de projets. C'est-à-dire que si on a peu de projets configurés, de l'ordre d'une dizaine, on pourrait très bien le faire tourner toutes les heures. Ouais. Quand on commence à avoir 1000 ou 2000 projets configurés, on va peut-être espacer un petit peu plus. Voilà. Oui, bien sûr. Donc après, dans le projet, on a un petit running pour le projet d'exemple. Et on va commencer à regarder d'abord le myconfig.yaml. Du coup, on a dit que c'était le point d'entrée de l'outil. Donc voilà, donc première chose qu'on voit, c'est effectivement on fait un include d'un autre fichier de config, donc commonpolicies.yaml. Ouais, donc on va le voir aussi. On peut peut-être faire un petit point sur la différence, sur le fait qu'on définit les politiques d'un côté et où elles vont s'appliquer de l'autre. Ouais. Le concept, c'est je définis un ensemble de politiques indépendantes de tout le reste. On appelle ça des rules qui peuvent elles-mêmes s'hériter. Donc, on peut avoir une politique general policy et puis tu donnes tes critères très très généraux et tu dérives d'autres rules de ça. Et après, dans un second temps, tu vas dire je veux appliquer tel rules sur tel projet. Et c'est là où il y a la petite étoile où on entrera dans les customisations à un moment. Parce que c'est jamais comme dans la vie réelle, c'est jamais comme dans les livres. Il y a toujours des petites exceptions. Et si les common policies évoluent, comment tout le monde sera aligné. Tout le monde sera aligné automatiquement. Tous ceux qui utilisent la common policy récupérera la configuration. Sachant que la distinction, le fait de passer par une merge request fait que si tu veux faire un changement, in fine, tu vois quels vont être les impacts. Et ce, avant d'appliquer. C'est un dry run, c'est un mode dry run qui te dit tu veux changer ça, voilà, tous les projets qui vont changer. Je te laisse un peu. Voilà, donc après, effectivement, comme disait Gaëtan, on a les policies communes, donc les règles, la politique commune, et le fichier de config qui va définir on va plus spécifier à quel projet vont s'appliquer les configs. Après, ça c'est un choix personnel. Effectivement, tout pourrait être dans un seul YAML. Tout comme on pourra avoir une dizaine de YAML pour faire la configuration de différents groupes de projets. Et faire des includes à la fin pour tous les regrouper. Mm-hmm. Donc là, si on regarde dans l'exemple du Common Policies, donc les premières choses qu'on voit là, c'est de la configuration de variables. Ouais, donc de variables communes, du coup, parce que là, on est défini quelque chose qui va être commun aux différents projets.
Donc voilà, donc on a une première clé qui est le profil des variables. Donc là, en fait, là, on va définir des profils. Ouais. Donc là, je vais avoir un premier profil qui va être Common Variables, où je vais définir dedans 2 variables. Donc le nom de ma variable et sa valeur. Je vais pouvoir spécifier aussi si je veux qu'elle soit protected ou pas. Il y a aussi une option qu'on ne voit pas, mais qui pourrait être est-ce que je veux qu'elle soit masquée ou pas. Donc c'est les différentes options qui sont disponibles dans GitLab. La deuxième variable est quelque peu différente parce qu'en fait, on a bien sûr le nom est différent. Et par contre, la valeur n'est pas donnée directement dans le fichier de configuration, mais là, on dit que la valeur va être récupérée depuis une variable d'environnement. D'accord. Donc la variable d'environnement, c'est-à-dire que la variable something private est en fait définie ici au niveau des settings. Ok. Au niveau des settings. Hop, variables, voilà. Elle est ici. Très bien. Donc ça permet notamment, si on veut faire passer des tokens ou ce genre de choses, voilà, de ne pas les mettre directement au clair dans la configuration et de les avoir en tant que variable du projet et du coup avec un accès limité au mainteneur ou au honneur du projet. Dessous, on va définir un profil de membre, par exemple. Donc pareil, avec un nom, le nom du profil et les personnes qui vont faire partie de ce profil. Donc là, c'est les utilisateurs, si on décide de rajouter automatiquement des utilisateurs à nos projets. Ok, j'ai compris. Tu avais une question? Non, je réfléchis à voix haute. Donc, tu sais, je fais des raccords avec ce qu'on s'est dit 2 minutes avant et tout ça. Vous inquiétez pas, c'est l'âge. D'accord. Et dessous, donc après, on va partir sur vraiment les règles projet. Ou pareil, donc là, on va donner des noms aux règles. Donc là, on va avoir la default policy. Donc voilà les règles par défaut qu'on souhaite appliquer à nos projets. Donc là, on va spécifier un peu plus de choses. Donc notamment, quelle va être la default branch du projet. Donc là, la master. Donc là, on va définir ceux qui peuvent approuver, donc les approvers au niveau du projet, donc c'est au niveau des merge requests. Donc là, on utilise le profil qu'on a défini juste au-dessus, myTeamName. Voilà. Okay. Donc là, ça veut dire qu'en tant qu'approver, on va rajouter gsemai et grouprono.gpcdemo. Le minimum d'approval qu'il doit y avoir sur un merge request, voilà, donc là on l'a mis à 1. Et les différentes options qui peuvent être rattachées normalement au merge request, c'est-à-dire est-ce qu'on peut overrider l'approval par merge request et est-ce qu'on retire les approvals quand il y a un nouveau commit qui est poussé sur la merge request. Après, on va définir les branches protégées. Donc là, en l'occurrence, la branche master. Ceux qui ont le droit de merger, donc il y a l'autre to merge. Donc c'est le rôle mainteneurs. Donc là, on se base sur les rôles GitLab. Qui a le droit de faire des push. Donc là, on a mis personne. Donc no one. Enfin, none. Sachant que pareil, sur la to merge ou la to push, on pourrait aussi, on verra plus tard dans la documentation, rajouter des utilisateurs de manière individuelle. Ok. Mais bon, là, on est dans une config défaut. Donc voilà, donc on a vraiment des règles par défaut. Peut-être Nico, on va pas faire un détail de tous les settings parce que c'est un peu. On peut peut-être partir sur des concepts très génériques. Ouais, donc effectivement, derrière, on va faire pareil pour le protected tag. On va avoir un champ là sur les permissions du projet, donc ce qu'on veut enabler, voilà, la visibilité du projet, public, interne, privé. Si on veut avoir le wiki, utiliser les issues, ce genre de choses. On a des options sur les merge requests et on va rajouter un badge sur les projets. Là, on va définir d'autres variables.
enfin là voilà, on a une partie variable où là on importe les variables qu'on a vues tout en haut et on va rajouter une variable supplémentaire. Voilà, donc tout ça, ça correspond à la default policy. Dessous, je vais essayer de pas bouger, voilà, on a une nouvelle règle qui apparaît ici, Ouais. qui est une deuxième policy différente, donc qui va être la politique par défaut mais interne. Donc là, on a pareil une petite clé pour hériter de tout ce qui était configuré au-dessus. Donc on hérite de la politique qu'on a définie au-dessus. Et on va rajouter par contre des modifications, par exemple la visibilité du projet là, qui passe en interne et où on enable les demandes d'accès. Okay. Et là, on rajoute des badges. Il y a Cadra qui fait une remarque. Hein. Il dit mettre toute l'API GitLab en YAML, ça a dû être un boulot de dingue. Si toute l'API, s'il y avait toute l'API, il n'y a pas toute l'API. Spoiler, on a fait ce qu'on pouvait, mais on a surtout ce qui nous intéresse le plus. Voilà. D'accord, mais ça commence à s'éclaircir dans ma tête et je vois déjà on va dire pour l'instant, pour mes besoins perso, des choses qui pourraient m'intéresser. Donc, c'est cool. Ça veut dire que j'ai compris ce que vous faites. Enfin, je crois. Bon, c'est pas le projet le plus compliqué qu'on ait. Ouais, mais tu sais, moi, il ne faut pas me surestimer. Hein. Donc voilà, et derrière, je reviens au fichier de myconfig. Donc voilà, donc là j'ai inclus mes politiques qu'on vient de parcourir. Mm-hmm. Et là, par contre, on va faire la configuration des projets. Donc là, on va définir les passes des projets qu'on veut configurer. D'accord. Pareil, dans l'exemple, on a qu'un pass à chaque fois, mais on peut très bien avoir une liste de passes. Hein. Ok, donc de plusieurs groupes. Voilà, plusieurs groupes, plusieurs projets. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est la configuration du projet de config, donc celui dans lequel je suis. Voilà, on peut s'auto-appliquer ces configs. Donc là, la règle, c'est on applique la default policy, donc c'est ce qu'on vient de parcourir juste avant. Mm-hmm. Et par contre, on y rajoute des règles custom. Donc là, c'est des règles qu'on rajoute spécifiquement pour ce projet. D'accord. Voilà. Ouais, celui-là, vous avez décidé que contrairement aux autres, il serait public. Voilà. Celui-là, il est public. Ça, c'est pour la démo. Dans la vraie vie, il serait le plus privé possible, justement, parce que c'est ton projet le plus strict. Oui, c'est celui qui contient toute la configuration. Parce que là, c'est le fichier de configuration. Donc, effectivement, le fichier de configuration, normalement, on va essayer de le mettre à un niveau le plus haut possible dans sa hiérarchie de groupe. Et avec une visibilité restreinte, histoire qu'il y ait un minimum de personnes qui puissent modifier la configuration de tous les projets qui sont utilisés. Et là, on a un petit truc un peu particulier qui est le variables nul, qui veut dire que en fait, dans le cadre de ce projet, on ne veut pas écraser les variables qui ont été définies. Dans les variables, justement, on a les variables de configuration et puis on peut avoir le token qui est utilisé pour la configuration des autres projets. Ok. Voilà. Et dessous, là, on va configurer donc tous les autres projets qui font partie du groupe GPC Démo. Où on peut rajouter des règles d'exclusion en fonction avec une petite expression régulière qui va permettre de choisir des sets de projets à exclure. Donc, c'est basé sur le nom du projet. Mm-hmm. Donc, on pourrait très bien avoir des noms spécifiques de projets pour donc, typiquement des projets de test, par exemple, qu'on va exclure. On pourrait avoir une petite régulière expression si tous les projets de test contiennent le nom, un champ, dans son nom, le champ de test. On pourrait facilement tous les exclure et avoir une configuration particulière pour ces projets. D'accord. Et voilà, et comme là on a passé un groupe, on a un côté récursif pour dire qu'on va appliquer à tous les projets qui sont inclus dans les groupes qui ont été spécifiés. Et là pareil, une autre petite clé un peu spécifique qui est le not seen yet only, qui va dire en fait comme le projet de démo de configuration de la démo est dans le même groupe, de dire les projets qui ont déjà été vus, je ne vais pas les reconfigurer. Ok, alors il y a
aussi dans l'application des règles au niveau du fichier de configuration. Je te coupe, hein. Il y a Neonox 31 000. 31 000 au hasard, c'est pas le code postal vers chez vous, ça? Si, donc alors je sais qui c'est. Qui demande si ça allait être open sourcé. Donc je lui ai dit que c'était déjà open sourcé. C'est déjà open sourcé. Ouais. C'est l'URL qui est ici. Et que je remettrai dans les commentaires. On peut faire une petite démo rapide. Ouais, avec plaisir. Ouais, donc là, j'ai une merge request qui est ouverte, typiquement. Donc, on va la regarder. Voilà, donc voilà, il y avait 2 changements. Ouais, bah justement, là, j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc là, j'ai rajouté le fait de ma variable qui est privée, je veux qu'elle soit masquée, protected et masquée. Et là, je veux que quand un nouveau commit est poussé sur une merge request, je retire les approvals. D'accord. Je passe de false à true. Ok, ouais, donc il y a un vrai suivi finalement de ce qu'on veut modifier en conf. Et dans la config, là, j'ai rajouté voilà, la configuration d'un projet spécifique. J'aurais pu retirer les 2 lignes. C'était fait un peu à la va-vite. Sur lequel je mets une règle custom qui va être de retirer la source branche après merge. Ouais, donc là, si on regarde le pipeline qui a tourné par rapport à cette config, ouais, donc là, comme je disais, donc le pipeline, là, c'est le test de la configuration. Donc ça va se présenter comme ça. Donc là, on voit voilà, le GPC -diff qui est exécuté. Et on va avoir donc du coup pour chaque projet, donc là je vois là donc mon projet de configuration, je vais avoir les règles avant et les règles que je veux appliquer, donc after. Et là je vais pouvoir voir par exemple que sur mon projet de configuration GPC démo config, donc mes approveurs voilà, restent comme avant. Par contre ici j'ai bien mon reset approval on push qui va passer de false à true. Ok. Et voilà, donc ça permet déjà de voir. Donc là, c'est pareil. Donc là, on liste. Alors du coup, comme on est en diff seulement, on va ne voir que les champs updatés. Ouais. On ne serait pas en mode diff, mais juste GPC. On aurait l'intégralité de la configuration des fichiers qui seraient explicités avec potentiellement des node change pour dire qu'il n'y a pas eu de changement. Et voilà, donc on aurait les mêmes colonnes à gauche et à droite. Ouais, donc là, pareil, donc là on voit sur les autres projets les variables, donc la partie masque passe de false à true, et ainsi de suite. Donc là on va voir la conf de tous les fichiers, de tous les projets, pardon. Et c'est là où ça génère le report. Voilà, et donc à la fin on a les reports qui sont générés. Bon, le report design, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est pas le plus lisible. Donc on va regarder le reporting HTML. Donc voilà, donc il y a 3 petites sections, hein, donc le home. Il n'y a pas grand-chose. Le groupe, il n'y a pas grand-chose parce que là, je n'ai pas de groupe configuré en tant que tel. Et là, j'ai tous les projets qui ont été configurés donc, par GPC. Et là, on voit que par rapport aux modifications que j'ai fait dans la merge request, ils vont tous avoir des mises à jour. D'accord. Alors là, par contre, le diff liste un peu toutes les différentes, enfin toute la configuration qui est appliquée. Donc typiquement sur le projet GPC démo config, là on voit que c'est au niveau des approvers que ça a été mis à jour, parce qu'on a une action qui est updated. Et on revoit comme dans le log le changement là, sur le reset approval push, de false à true. Et tous les autres settings de branche, merge request, permission, pipeline n'ont pas bougé parce qu'ils sont toujours le keyword en quête. Donc comme quoi il n'y a pas eu de changement.
Et on peut voir ça sur tous les projets, bien sûr, les changements qui ont lieu au compte. Il suffit de rechercher des lignes updated pour voir, voilà, donc là, le mask qui est passé de false à true, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est les features très complètes de GPC, enfin ce à quoi il sert. Et après, donc il y a la doc en ligne, dont il y a le lien dans le README. Où là, il va y avoir effectivement un quick guide sur l'installation, sur les features. On va donc un petit résumé de ce qu'on vient de voir avec les règles, donc le fichier de config. Et voilà, donc un peu l'architecture, voilà, comment ça va marcher. Donc l'image qui va récupérer le fichier de config ainsi que les variables dont il a besoin et qui va appliquer ces configs aux différents projets derrière. Voilà, donc on a des petits exemples après un peu surtout sur le type de CI à mettre en place. Les politiques, donc c'est ce qu'on vient de voir un peu dans l'exemple, dans le projet d'exemple. Donc là, il est un peu plus long, il y a plus de choses. Et le fichier d'application de la config. Donc sur l'usage, ça reprend à peu près les mêmes choses. Et après, on va retrouver tout ce qui est configuration files. Donc là, par contre, on va voir un peu plus en détail toutes les règles projet, ce qu'on peut gérer. Donc l'héritance des règles, des rules. Je vais peut-être zoomer un peu. Trop là. Et alors, du coup, j'ai quelques questions, parce que comme le temps passe, il faut que je puisse les poser. Enfin, j'en ai au moins une pour l'instant. Est-ce que vous avez déjà en tête l'ajout de nouvelles fonctionnalités? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? On les fait un peu en fonction des besoins identifiés au niveau des différentes équipes qui font du développement chez Renault. Ou quand on voit des changements au niveau des API GitLab en fonction des évolutions des nouvelles versions, à chaque nouvelle version de GitLab. Donc on essaie de garder GitLab le plus d'à jour possible. Alors, on se garde une marge de 1 ou 2 mois sur les updates de GitLab. Mais généralement, on essaie de suivre un peu le développement de GitLab et d'intégrer les nouvelles fonctionnalités quand elles arrivent. Sous réserve, effectivement, que ça serve un peu à nos projets. Bien sûr. Il y a pas, disons qu'il n'y a pas d'engagement sur suivre l'API tout le temps et on peut pas le faire. C'est forcément en fonction de nos besoins. Et aussi, il faut dire les choses clairement, toutes les features Premium Ultimate, on n'adresse pas. Donc ça va faire partie des choses qui vont tomber à la communauté. Tout est, on va pas entrer dans le détail du code, mais tout est assez modularisé et bien sûr, si les gens sont motivés, on pourra participer, encadrer, voilà, voir comment est-ce qu'on peut faire les contributions. Le but de l'open sourcing, c'est de rendre l'outil disponible à la communauté et de voir quels vont être son agenda et voir qu'est-ce qui va venir améliorer l'outil. Pour répondre à Siegfried, c'est effectivement qui pose la question, savoir est-ce que c'est un projet qu'on peut appliquer est-ce que ça s'applique sur tout un groupe ou est-ce qu'on peut faire que sur un ensemble de projets. En fait, c'est assez libre. Typiquement, ce qu'on a chez nous, c'est on a des équipes qui travaillent dans leur groupe GitLab et qui vont vouloir organiser sous GPC un ensemble de toutes ou une partie de leur projet. Et souvent, effectivement, ça recoupe un groupe. Le groupe Tartampion, et ils vont vouloir que tous les projets suivent la même politique. Mais bien sûr, comme il y a des exceptions, il y a toute cette petite complexité de rules qui dérivent d'une autre rules et aussi des petites exceptions qui vont être supportées, justement pour être le plus flexible possible.
voilà, classiquement, dans un monde idéal, tu dis tel groupe égale telle règle. Dans la réalité, et c'est ça qu'on n'avait pas trouvé dans les outils open source au moment où on avait commencé. Hein. Il y a un autre projet, typiquement GitLab Form, qui fait à peu près pareil, mais on n'avait pas cette modularité dans la gestion des exceptions. Par exemple, les variables, quand on veut passer un projet sous GitLab, certaines équipes ont plein de variables, mais les mettre sur GPC, ça a un certain coût que parfois on ne veut pas payer tout de suite. Donc on veut le rendre certaines features optionnelles pour certains cas d'exception. Et donc c'est tracé dans le code. Et le jour où on décide de rembourser la dette technique, en disant ah voilà, ok, cette fois-ci je vais passer toutes mes variables par exemple sur GPC, là on peut le faire au moment où on le veut. D'accord ? Et on va essayer de diminuer les custom rules, les exceptions. D'accord. Je vois ça. Alors j'essaye de penser à des cas d'usage perso, on va dire pour moi, sur la gestion dans un groupe pour gérer des projets d'une communauté où tu as des projets privés, des projets qui sont que pour la core team, des projets pour contribuer. Et je pense que pour gérer ça, ça peut être plutôt pas mal. Moi, ma grande spécialité, c'est d'oublier de faire la config correctement et puis d'avoir un peu laissé truc ouvert à tout le monde. Souvent, on dit, voilà, tel sous-dossier, par exemple, doit répondre à tel critère. Par exemple, tu as un sous-dossier sandbox ou démo dans ton groupe, et puis dedans, tu ouvres et tu laisses les gens faire tout ce qu'ils veulent. Mais par exemple, tu veux interdire les forks ou tu veux quand même certaines règles. Donc, tu vas dire, ce groupe va suivre telle règle. Et forcément, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais moi, j'ai besoin de ça pour tester, etc. » Donc, tu vas mettre cette exception, mais au lieu de faire en cliquou et d'oublier dans 2 mois, ça va être tracé dans la configuration as code. Et c'est le principe d'avoir une configuration as code, c'est qu'à chaque instant, tu peux faire une revue en disant « Ah bah tiens, c'est marrant, ce projet, il a telle exception à la règle. » Et on peut poser la question et construire dessus en disant « Ah voilà, pourquoi est-ce que tu ne suis pas le fast-forward, ah d'accord, pourquoi tu n'as donc pas mis de commentaire dans l'explication, hein, souvent, idéalement, chaque fois que tu mets une custom rule, une exception, tu dis, voilà, pour telle raison, je fais cette exception. Et au moins, ton toi-même, dans 6 mois, se rappelle pourquoi tu avais fait ça. Ok. Et disons que pour complémenter, je pense qu'actuellement, on a une granularité qui est vraiment très fine au niveau de la configuration. Donc, on peut très bien, même si on le souhaite, avoir des règles différentes sur chacun de ces projets. Ça fera bien sûr un fichier de configuration qui va être un peu long, mais définir des règles différentes sur chacun de ces projets, mais les centraliser au même endroit et avoir la traçabilité, comme disait Gaëtan. Après, l'autre point qui peut être intéressant pour une entreprise qui gère pas mal de projets, ça peut être tout ce qui va être mise à jour de tokens. On peut avoir des entreprises qui peuvent avoir des règles très strictes avec des tokens qui doivent être mis à jour tous les mois ou tous les 3 mois. Voilà, si les projets se configurent avec leur token via GPC, dans GPC, il suffit de mettre à jour le token dans la variable d'environnement, de refaire tourner la configuration et que la nouvelle variable soit propagée dans tous les projets. D'accord. Projet au groupe. Hein. On gère aussi les groupes. Oui. Très bien. On a pas mal parlé, enfin surtout vous. Donc, je pense qu'on va être obligé de se quitter. Sauf si je vois des questions supplémentaires dans le chat. Alors, attends, je vais peut-être. Hop là, on va faire ça. Voilà, vous êtes tous là. Tu m'as envoyé un lien sur l'article Medium qu'on a fait pour présenter l'outil. Ah oui, bonne idée. Voilà, on a fait un article Medium et on a fait il y a la doc qui est sur GitLab. Donc, comme tout est sur GitLab, ça permet d'avoir un seul endroit tous la doc et puis le code et la démo. Et voilà, après, si les gens ont des questions, ils peuvent ouvrir des issues sur GitLab et essayer de faire des contributions. Ça, on serait content. Hein. Moi, je vais clairement tester. Pour les contributions, je ne promets rien pour l'instant, hein, mais parce que j'ai tellement de trucs, de projets en parallèle que
Mais je vais clairement tester. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, les points qu'il fallait que je voulais aborder. Il y a Siegfried qui demandait où on appliquait la conf des projets. Là. Ouais, c'est ce qu'on a répondu juste avant. Ouais, ça c'est bon, ça a été répondu. En fait, il y a quelques limitations qu'il faut connaître. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, mais au niveau scalabilité, on fait projet par projet. On ne va pas faire lot de projet par lot de projet. Ça, c'est peut-être une des évolutions qu'on pourra faire dans le futur. Donc, si tu as 10 000 projets, ça va faire un projet, puis le troisième, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Donc ça, c'est une des premières limitations. Et au final, nous, on a nos pipelines, elles peuvent durer une petite demi-heure d'exécution. C'est pas très, très grave, hein, du moment que c'est sûr à la fin. Et on a certaines, voilà, c'est décrit dans la doc, quelques limitations sur certains arguments qui ne correspondent pas exactement au fonctionnement tel qu'on a défini pour tous les settings de GitLab, hein, de notre YAML. La gestion d'héritage est un petit peu différent pour certains points. Il y a peut-être certaines subtilités sur lesquelles il faudra qu'on travaille, peut-être bien l'expliquer, essayer d'être un peu plus clair, mais de manière générale, nous, on l'utilise en production tout le temps, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et j'ai plus les chiffres, mais voilà, on a quelques dizaines de milliers, peut-être. Est-ce qu'on atteint la dizaine de milliers? Je ne sais pas, mais on a plusieurs milliers de projets qui sont gérés par GPC, par différentes instances de GPC. D'accord. Bah, écoute, pour moi, c'était super clair. Donc, je pense avoir compris. Alors après, si vous voyez un gars avec un handle qui est K33G sur GitLab et qui pose des issues un peu bizarres, des fois avec des questions étranges, c'est moi. Donc, alors, on peut loquer les issues de toute façon, donc n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, merci pour cette présentation. J'ai trouvé ça super intéressant. Ce qu'on fera, c'est qu'on suivra Là, on est monté jusqu'à 13 personnes, je crois, ce qui pour un 13h, vu que tout le monde mange ou se prépare à retourner travailler ou à rattraper son retard dans le boulot, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal par rapport à ma chaîne Twitch à moi. Hein. C'est-à-dire que je suis pas connu, donc voilà. Mais on verra à terme sur YouTube si les gens revisionnent et tout ça, quoi, parce que j'aime bien le côté retour d'expérience et puis surtout le fait que ça soit utilisé en vrai. Ça change un peu de mes side projects à moi qui sont utilisés que par moi, en fait. Donc là, au moins, on voit qu'il y a une application pro, donc c'est top. Donc du coup, déjà, je vous remercie. À l'occasion, hein, si vous re-open sourcez un truc, on peut en parler, voire même celui dont on parlait la dernière fois, que vous avez fait en anglais, mais moi je veux bien le refaire en français. On demandera à Pierre, ça fait ça. Hein? C'est Pierre qui fera ça. Oui, pas de problème. Très bien. Donc à l'occasion, on se reprogramme ça parce que ça m'intéresse bien. Merci de l'invitation. C'était sympa de répondre oui, donc ça c'est super sympa, c'est toujours plus agréable de recevoir du monde que de faire un truc tout seul. Donc je vous souhaite une bonne journée. Si d'ici là j'ai d'autres questions, je vous les transférerai de toute façon. Et puis sinon après les gens pourront poser des questions directement dans le projet open source si jamais besoin. C'est vrai que c'est mieux à la limite, ouais. Tu as tout à fait raison. C'est une bonne façon de contribuer aussi. Siegfried a bien aimé. Quand Siegfried aime bien, je le connais, hein, Siegfried, donc il est pas en région Rhône-Alpes, mais il n'est pas très loin de chez moi. Je vous dis à bientôt, j'espère, et puis ou pour se refaire ça, ou croisons les doigts dans quelques mois, se voir en vrai. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bonne journée. Au revoir. Salut. Alors, je vais